messieurs, bonjour. Merci de nous renouveler votre confiance et fidélité. Vous êtes bien dans votre émission politique migratoire sur la TV Online 221 en partenariat avec le réseau international Diaspora en ligne. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir monsieur Maître Ba, un invité spécial. Monsieur Maître Gueye, autant pour moi. Monsieur Babacar, oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes bien dans votre émission politique migratoire. Vu les problématiques liées à la libre circulation des migrants et de leurs familles, vous, en tant que juriste international spécialisé en migration, quel est votre point de vue pour une politique migratoire? Merci. Merci pour cette plateforme et merci de l'invitation et de pouvoir m'expliquer beaucoup de choses, expliquer beaucoup de choses dans ce cadre. Comme vous pouvez le constater, le Sénégal, c'est un pays d'immigration, de transit, justement de départ. Et je pense qu'avoir une politique migratoire dans ce pays est quelque chose de recommandé. Malheureusement, nous observons que notre pays ne dispose d'aucune politique migratoire permettant de pouvoir orienter, intervenir à l'étranger, malgré les conventions et les instruments signés par notre pays. Alors, donc, c'est ce qui pose énormément de problèmes au niveau des expatriés sénégalais qui vivent partout dans le monde. Et il est temps aujourd'hui que nous parlons de ça, peut-être faire des propositions et surtout des recommandations à l'État du Sénégal de mettre en place une véritable politique migratoire permettant aux Sénégalais de l'extérieur de se rassurer dans les pays d'accueil et de pouvoir compter sur cette politique pour pouvoir amorcer une migration de retour tranquille. Merci beaucoup, Maître. Vous avez parlé des recommandations, mais par rapport à la situation de l'immigration illégale, quelle solution serait la meilleure selon vous? La migration illégale, dite clandestine évidemment pour certains, c'est un fléau, un problème, parce que la mobilité des personnes a toujours existé depuis que le monde est monde. Bon, il y a eu des changements évidemment compte tenu de l'évolution de ce monde, bien entendu. Et une forte demande dans le temps des pays occidentaux qui rentraient dans le cadre de l'industrialisation de ce continent, y compris, quand je parle des pays occidentaux, y compris les États-Unis, le Canada et le Japon, bien sûr. Bon, alors, à un moment donné, eh bien, nous avons ce que nous avons aujourd'hui. Des départs massifs, le flux migratoire, en tout cas incontrôlable. On ne connaît pas, si je prends l'exemple du Sénégal, nous ne connaissons absolument pas le nombre de Sénégalais réellement qui quittent ce pays tous les jours, malgré qu'ils quittent tous les matins. Pourquoi? Parce que le flux est tellement énorme que nos gouvernements africains, et particulièrement chez nous au Sénégal, ne mettent pas assez d'argent là-dessus pour mieux contrôler ce flux migratoire, compte tenu aussi de nos frontières qui sont poreuses comme ça, où les gens passent n'importe comment, n'importe où, c'est ce qui rentre, c'est ce qui part. Voilà. Mais le problème de la migration illégale, moi je suis, en tant que juriste et spécialiste en migration internationale, je suis contre. Je suis contre dans la mesure où l'Europe occidentale peut régler le problème de cette migration illégale. Faudrait-il savoir maintenant quelle est la position des pays africains, et particulièrement le Sénégal, vis-à-vis de la Commission européenne chargée justement de cette politique migratoire. On voit beaucoup d'argent qui sortent, qui viennent de l'Europe, injectés dans les pays d'Afrique et au Sénégal, évidemment, mais nous ne voyons pas les résultats. Et la question qu'on se pose, mais à quoi sert d'envoyer cet argent et qui reçoit cet argent? Et pourquoi? Alors, et là, ça pose problème. Et aussi, cette politique, cette immigration illégale, nous savons bien que c'est entraîné par le manque de formation et de travail dans nos pays. Parce qu'aucun pays d'Afrique, je dis bien aucun pays d'Afrique, y compris l'Afrique du Sud et les géants de l'Afrique qui est le Nigeria, ne sont même pas en mesure de mettre en place une politique de formation pour essayer d'endiguer la migration clandestine, illégale, autrement dit. Donc voilà ce qui pousse les gens à partir en ayant de l'espoir de trouver du travail ailleurs que chez eux. Nous reconnaissons effectivement qu'il n'y a pas une politique d'emploi, en tout cas en ce qui concerne le Sénégal. Il n'y a pas une politique d'emploi pour retenir les jeunes.
Et que nous allons y revenir même sur cela, parce que les migrants qui sont déjà sur place, le nombre de Sénégalais estimé à 3,5 millions, alors ont une part de responsabilité dans cette immigration illégale. Ce n'est pas seulement l'État. Il y a les deux parties qu'il faut essayer de voir, que chaque partie doit, qu'est-ce que cette partie doit pouvoir faire pour non seulement freiner, endiguer l'immigration illégale, mais la diminuer de façon considérable. Voilà, c'est là où on en est actuellement, au Sénégal. Et donc la recommandation que nous pouvons donner à nos pays, et particulièrement, en tout cas nous Sénégalais, les différentes recommandations que nous pouvons donner à notre gouvernement, c'est premièrement la formation professionnelle des jeunes. Je me souviens, lorsque j'étais encore beaucoup plus jeune, en France, il y avait un flux de chômeurs, des jeunes, énormément de jeunes qui traînaient dans les rues de France, il n'y avait pas de travail, rien du tout. C'était à l'époque, je pense, le président français, c'était à cette époque François Mitterrand. Il était tellement assez intelligent qu'il a imaginé une politique pour pouvoir donner de la formation aux jeunes et de l'emploi, en mettant en place un programme qu'on appelait le contrat de qualification industrielle. Et ce contrat permettait justement à l'État de dire aux chefs d'entreprise, formez-moi les jeunes, embauchez-moi les jeunes, et je vous déduis pendant 5 ans 2% sur l'impôt sur les sociétés. Alors, comme l'impôt sur les sociétés, le montant est plus énorme que de former une personne, évidemment, les entreprises se sont jetées sur les jeunes pour leur donner des formations et les embaucher en même temps. C'est ce qui avait diminué complètement ce problème. Et je pense que le Sénégal est un pays qui peut le faire. Nous sommes un pays tout à fait capable de le faire. Et pourquoi notre gouvernement ne le fait pas? Et c'est ça le point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Nous avons, au niveau du réseau international des sports en ligne, nous avons les propositions à faire à l'État. Mais faudrait-il qu'aussi l'État les accepterait? On fait des pas, on avance des pas, l'État reste là où il est, et le constat que je peux faire, l'État du Sénégal fait autant de politique que de s'occuper des Sénégalais qui vivent à l'étranger, malgré les 1112 milliards de francs transférés chaque année par les Sénégalais de l'extérieur vers leur pays d'origine. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune organisation ou une association ou bien une agence étatique qui en parle. On voit les chiffres de temps en temps qui viennent, qui disent, bon écoutez, bon alors par rapport au transfert des Sénégalais de l'extérieur de 2017, de 2018, de 2019, alors les Sénégalais ont transféré tant d'argent en principe. Et ça, c'est les transferts qui sont officiels. Mais le transfert qui n'est pas du tout officiel, du genre à mieux balèlement, du rôle Jean-Jacques Paul et tout cela, est plus important quand même que le transfert officiel. Et je pense bien que les Sénégalais de l'extérieur doivent être bien considérés dans la mesure où ce sont les premiers bailleurs de fonds de ce pays. Alors, et toujours dans la foulée, pour continuer sur la migration illégale, il est bien clair, et j'insiste sur ce fait, que ce soit les institutions internationales, que ce soit même les Nations Unies en tant qu'organisation qui n'ont plus de considération dans le monde, voilà, alors ces pays, comme les nôtres, les pays pourvoyeurs d'émigrés, parce que nous exportons des émigrés, de toute façon, c'est tout ce que le Sénégal s'est exporté, voilà, alors si nous ne faisons pas attention dans les années à venir, il y aura un problème plus que dramatique. Parce que le nombre de morts par jour, en tout cas dans la semaine, dans cette semaine où nous sommes, nous, au niveau du réseau international Diaspora en ligne, avec des preuves à l'appui, nous avons recensé un peu plus de 550 personnes qui sont mortes en Méditerranée, et il y a énormément de Sénégalais dedans. Alors, c'est ce qu'on appelle la mondialisation de l'indifférence. L'État du Sénégal ne s'en occupe pas. Et je pense que les États africains ne s'en occupent pas. L'Union africaine ne s'en occupe pas. Et la CEDEAO, en quelque sorte, ne s'en occupe pas non plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Comment peut-on sacrifier
ses fils, les piétiner, je dirais même à la limite, alors en fermant les yeux de ce qui se passe. Et le développement de ce continent, le développement du Sénégal, incombe et engage à la fois les Sénégalais, l'État du Sénégal et les expatriés, les Sénégalais qui vivent à l'étranger. Donc il est temps aujourd'hui que nous assumons cette responsabilité, faire en sorte qu'aujourd'hui, notre pays peut faire entendre sa voix partout dans le monde en défendant ce que n'a jamais fait, en tout cas, à ma connaissance, je dirais, les Sénégalais de l'extérieur. Alors nous y reviendrons certainement, alors pour mieux donner plus de détails. Par rapport aux interventions que l'État du Sénégal ou les États africains peuvent faire, ou certains États peuvent faire avec les pays occidentaux, dans la mesure où il y a des conventions, comme la Convention 4558 du 18 juin 1990, signée aux Nations Unies. Le Sénégal ne l'a jamais signée, mais il l'a ratifiée en 90. En 99, le Sénégal l'a ratifiée, mais ne l'a toujours pas signée. Alors, dans ce cas, le Sénégal ne peut pas intervenir dans un pays où un Sénégal de l'extérieur a des problèmes et que ce pays n'a ni signé cette convention, ni ratifié cette convention. Donc, nos pays sont bloqués par les pays occidentaux parce qu'ils ne peuvent pas intervenir sur le plan juridique dans un pays qui n'a pas signé cette convention et encore moins la ratifiée. Qu'est-ce que vous suggérez à l'État par rapport pour une bonne politique migratoire? Pour une bonne politique migratoire, je pense que l'État du Sénégal devrait se rendre à l'évidence. La première chose, dire que nos expatriés transfèrent énormément d'argent. Mais cet argent arrive au Sénégal et disparaît complètement. Malgré ces 1000 milliards dont on parle. Parce que le manque de ces politiques migratoires a causé un problème énorme dans la mesure où cet argent qui rentre au Sénégal, c'est de l'argent qui est dépensé à la maison, tout simplement. Achat de terrain, à la limite épouser des femmes, acheter des véhicules, s'habiller. 95% de cet argent rentre justement dans cette région. 5% est injecté dans le secteur informel. Nous voyons les marchands ambulants dans la rue, qui ont des parents, des frères, des oncles à l'étranger, qui les envoient de l'argent pour essayer de ne pas croiser les bras ou aller en migration illégale. Donc 5% sont injectés. Mais les 95%, alors il n'y a que 3 choses que les Sénégalais de l'extérieur font. Dans ces 95%, le développement de la famille. La responsabilisation de la femme comme chef de ménage à la maison. L'éducation des enfants parce qu'il y a trop de grèves et qu'on envoie les enfants dans les écoles privées parce que le père est à l'étranger est capable de pouvoir payer les mensualités scolaires. Et le troisième point, la santé. Si l'enfant est malade, les hôpitaux, comme au Sénégal, bon, on croise les doigts pour ne pas y rentrer de toute façon. Alors les hôpitaux ne répondent pas à la demande ou aux besoins des Sénégalais. Eh bien, les parents qui vivent à l'étranger, que ce soit l'homme ou la femme, demandent tout simplement de prendre un docteur qui veille justement sur la famille. Voilà les 3 points où le Sénégal investit dans le domaine social. Mais à part cela, rien du tout. La petite industrie, la plus petite, ils n'y pensent même pas. Ils n'y pensent même pas dans la mesure encore où chaque fois qu'il y a un projet proposé, les gens proposent des projets à titre individuel. Et ce qui est quasiment impossible. La plupart des associations, les Sénégalais ressortissants de telle région, de tel département, pour présenter un projet. Mais malgré cela, ces gens-là proposent des projets à titre individuel. Chacun peut faire son projet personnel. Alors ça freine aussi à l'État du Sénégal de pouvoir poser justement les jalons d'une politique migratoire. Mais si par exemple ces projets ont été harmonisés, je pense que l'État se rendra bien à l'évidence donc de pouvoir alors mettre une véritable politique migratoire économique dans le cadre du développement de chez nous, alors dans le cadre de la migration de retour, migration et développement régional et dynamique rurale, je crois bien. Voilà. Merci beaucoup, Maître. L'émission tire à sa fin. Quel est votre dernier mot? Le dernier mot, c'est que l'État, les chefs d'entreprise, tous les gens qui s'activent justement dans le secteur du développement au Sénégal puissent intégrer
justement cette diaspora qui pèse quand même des milliards de francs, alors les intégrer dans leur politique de développement pour pouvoir amorcer éventuellement un développement chez nous, dans la mesure où nous entendons carrément que nous sommes un pays qui est en vers l'émergence. Faute de quoi, eh bien, on n'ira nulle part. Okay. Merci beaucoup, Maître Gueye. Chers internautes, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission Politique Migratoire.